Bonjour à chacune et chacun de vous, bienvenue dans ce forum du CCIC. L'agilité est une vertu essentielle, du moins une compétence essentielle à ce jour, et c'est donc depuis ce studio parisien que nous sommes heureux d'accueillir plusieurs de nos invités et de nombreux autres derrière vos écrans. Le côté positif des choses est que cela nous permet d'accueillir des internautes du bout du monde. Les Californiens, les Canadiens sont réveillés, les Indiens ne sont pas encore couchés, donc où que vous soyez, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous, qui sommes-nous ? Le Centre catholique international de coopération avec l'UNESCO, c'est une plateforme, un think tank d'une quarantaine d'ONG internationales d'inspiration catholique, rassemblées pour être une force de proposition et de réflexion auprès de l'UNESCO. Le CCIC lui-même est une ONG internationale en statut de partenariat avec l'UNESCO. Ces ONG agissent sur le terrain dans 140 pays, et ce, dans des domaines très variés et complémentaires. Cela constitue évidemment une grande richesse, tant pour la plateforme que pour les secteurs de l'UNESCO. Christine Roche, qui a présidé le CCIC ces 8 dernières années, vous en dira plus. C'est elle qui a su fédérer une équipe très diverse pour concevoir et réaliser ce forum. Christine, à vous la parole. Merci. Madame la sous-directrice générale, Monseigneur, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis présents dans la salle virtuelle, enfin nous y sommes. Projet lancé en 2019, ce forum qui devait voir le jour en la très belle salle 2 de la maison de l'UNESCO fut remis à plusieurs reprises à cause de la pandémie dont personne ne pouvait prévoir la gravité, la durée et l'étendue. Cependant, personne ne manque à l'appel, ni à l'UNESCO, ni parmi les intervenants ou les organisateurs, membres des ONG de notre plateforme. À tous, merci, merci. Ce forum sera donc un parcours en 3 étapes par visioconférence. Madame Stefania Giannini, soyez sincèrement remerciée pour votre présence, d'autant plus que votre fonction de sous-directrice générale pour l'éducation à l'UNESCO est particulièrement significative pour la thématique qui nous réunit. Je vous saurai gré d'être mon intermédiaire pour remercier Madame la directrice générale d'avoir signifié sa confiance au CCIC en lui accordant le patronage de l'UNESCO pour ce forum et de vous avoir choisi pour délivrer un message d'ouverture. Je sais qu'il y a concordance entre nos préoccupations face d'une part à l'accélération de la métamorphose du monde et d'autre part à la gravité de la situation humanitaire mondiale. Pour mémoire, depuis sa création, le CCIC a toujours souhaité, dans ses travaux, mettre l'homme au cœur du monde, avec un grand H, considérer comme imprescriptible sa dignité dans toutes ses dimensions, corps, âme et esprit, et rechercher les conditions de son accomplissement. Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce qui en fait un être singulier, infiniment précieux ? Ce ne sont pas des questions subsidiaires, mais fondamentales face à la radicalité de la mutation observée. La pression des avancées scientifiques, des nouvelles technologies, de l'information et celle de l'omniprésence de l'intelligence artificielle et de la gestion des données nous invite à renforcer l'urgence d'approfondir cette autre question essentielle, celle de notre soumission consciente ou non aux nouvelles technologies ou bien de leur utilisation raisonnée au profit de la grandeur de l'homme. Chaque avancée technologique, toute nouvelle découverte scientifique introduisent des possibilités de changement de société tout en s'accompagnant d'un discours qui pourrait modifier la notion même de personne. En effet, nous constatons avec beaucoup d'autres que la technique n'est pas neutre, qu'elle véhicule dans son sillage des orientations anthropologiques, sociales, culturelles, qui pourraient être irréversibles.
Ce qui semble à la fois urgent et passionnant est de rester lucide et vigilant, d'apprendre à discerner et à faire des choix éthiques à la mesure de l'humain, tout en augmentant toujours nos connaissances. La lucidité et la vigilance nous imposent aussi de questionner les buts et les modalités de l'éducation pour l'humain. Il est urgent d'envisager des orientations éducatives respectueuses à la fois de la singularité de l'humain, tout en étant en adéquation avec les métamorphoses que vit notre monde. Par la richesse et la diversité des personnalités invitées à ce forum, que je remercie très très chaleureusement, par leur expérience et par leur questionnement, vont s'ouvrir pour nous de nouvelles pistes de réflexion, s'étendre notre champ d'action et nous rendre plus responsables et porteurs d'espérance. Notre préoccupation essentielle pour les nouvelles générations en sera également plus légitime, car ce sont bien les jeunes les plus concernés par la rapidité et l'imprévisibilité de ces changements technologiques, sans compter qu'ils sont à l'heure actuelle les grandes victimes de la situation sanitaire, sociétale et économique qui leur coupe les ailes en bouchant leur horizon. Avant de donner la parole à Madame Stefania Giannini, j'ai le grand honneur d'accueillir le père Éric Salobir, dominicain, fondateur de Human Technology Foundation, président d'Optique, membre du Conseil national numérique en France. Il nous donnera la conférence d'ouverture pour ce forum. Au nom du CCIC, je le remercie de nous avoir accompagnés de ses conseils, enrichi par sa connaissance du monde des nouvelles technologies et de l'IA, en particulier de celui de la mythique Silicon Valley, dont il parle dans son récent livre « Dieu et la Silicon Valley ». Je vais aussi vous remercier, vous, tous les participants, pour l'intérêt que vous avez manifesté par votre présence aujourd'hui et, nous l'espérons, par votre fidélité à l'écoute des 2 prochains webinaires. Madame Giannini, à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vous remercie d'abord d'avoir invité l'UNESCO à être partenaire de ce forum qui pose des questions aussi existentielles qu'essentielles sur les rapports entre l'identité humaine, l'avancée technologique et l'éducation. Et on peut dire aujourd'hui que l'éducation est effectivement notre boussole, une boussole qui doit être orientée plus que jamais aujourd'hui vers l'humanisme, vers la pleine appréhension de notre humanité partagée et notre planète commune. Nous vivons depuis plus d'un an un bouleversement qui nous confronte à la réalité de notre interdépendance et de notre fragilité aussi. C'est une crise dans laquelle la technologie est devenue plus que jamais aujourd'hui le corollaire de la continuité pédagogique et je dirais même du lien social. Et c'est une crise qui a posé des défis qui sont les défis que nous discutons aujourd'hui dans ce forum, qui ne pourraient pas être plus opportuns, je pense. Et ces défis font écho à l'initiative de l'UNESCO sur le futur de l'éducation. Ils posent une question fondamentale. Que signifie être humain aujourd'hui dans notre monde complexe, interdépendant et incertain? Comme pouvons-nous réapprendre à vivre ensemble avec la planète et la technologie? Cette initiative, présidée par la présidente de l'Éthiopie, Madame Sahle-Work, catalyse un débat mondial qui vise à repenser l'éducation et à façonner l'avenir. C'est un projet très ambitieux, nous le savons.
Lorsque ce projet a été lancé il y a des années, en septembre 2019, personne n'aurait pu imaginer que le monde allait basculer dans une crise sanitaire qui est aussi la plus grande rupture éducative de l'histoire contemporaine. Nous risquons, pour citer les mots que le secrétaire général des Nations Unies a prononcés l'année passée, une catastrophe générationnelle. Rappelons qu'au pic de la crise, 1,5 milliard d'élèves étaient affectés par la fermeture d'établissements scolaires. Aujourd'hui encore, la moitié de la population étudiante vit au rythme de scolarisation à domicile ou sur ce qu'on appelle aujourd'hui les modes hybrides. Et dans l'urgence et la nécessité, les autorités éducatives se sont lancées dans une expérience massive d'apprentissage à distance médiatisé par la technologie. Aucun système éducatif n'était préparé à ce basculement précipité. Il faut le dire très clairement. Et la pandémie a exacerbé, a amplifié une crise éducative qui était déjà préexistante. Elle a révélé l'injustice de la fracture numérique et elle a l'impact des inégalités sur l'apprentissage qui sont aujourd'hui très, très forts. Mais elle a aussi confirmé la place plus qu'indispensable et structurante de l'école et des enseignants au cœur de nos sociétés. Alors, dans quelle direction doit aujourd'hui pointer la boussole éducative? On peut poser ces questions cruciales. Face au poids des inégalités, Sa Sainteté le pape François avait déjà appelé à un nouveau pacte mondial sur l'éducation, le Global Compact for Education. Ce pacte était lancé en octobre dernier avec la participation de la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay. Ce qui est en jeu, c'est la capacité de créer un monde sans pauvreté, un monde plus juste, inclusif et durable, dans le respect des engagements collectifs qu'on a pris autour de l'agenda 2030. L'éducation est bien sûr au cœur de cette ambition, en tant que droit humain et force de transformation pour réimaginer et façonner l'avenir. Car le monde est fragilisé par une montée des discours de haine, de racisme, d'antisémitisme, d'intolérance religieuse et culturelle amplifiée par les médias sociaux. La confiance dans les institutions établies s'érode. L'impact de l'activité humaine sur le changement climatique repose sur des preuves scientifiques solides. Malgré leur immense potentiel, les avancées technologiques déracinent des milieux d'emploi et soulèvent de profondes préoccupations éthiques, remettant en question la notion même de notre humanité. Et alors, dans ces contextes, dans cette situation qui n'a pas de précédent historique récent, le seul choix est de co-créer un nouveau paradigme de croissance et un modèle éducatif nouvel pour la porter. L'avenir de l'éducation et celui de la société sont définitivement inséparables. Certes, l'éducation doit doter les apprenants des nouvelles compétences, y compris numériques naturellement, adaptées à des marchés du travail et en pleine mutation. Mais le développement ne peut être simplement défini en termes de croissance économique. Laissez-moi rappeler des tests qui sont des tests fondamentaux, pas seulement pour les catholiques. La Laudato Si, qui Sa Sainteté lancée comme un appel à un nouveau dialogue sur la manière dont nous façonnons l'avenir de notre planète. Et après, la Fratelli Tutti, publiée, comme vous savez, en octobre dernier, il dénonce la mondialisation de l'indifférence et la culture de tout jetable,
et prône un chemin de paix fondé sur la fraternité humaine, le multilatéralisme et l'inclusion sociale. Bon, l'éducation est une pierre angulaire de ce dialogue. Malgré des progrès rapides en matière de sexe et de participation au cours des dernières décennies, il faut le reconnaître naturellement, l'éducation n'est pas à l'auteur de l'ampleur des défis contemporains. Et je vais rappeler un peu les grands défis qu'on a en face aujourd'hui. Le premier défi est donc de créer une véritable culture de l'inclusion qui fait de la biodiversité une force et combat toute forme de discrimination. C'est une culture fondée sur les droits humains universels, sur l'égalité entre les genres et le respect de la diversité culturelle. Ce défi est plus que jamais aujourd'hui d'actualité, alors que les enfants et les jeunes les plus vulnérables et marginalisés, et notamment les filles, risquent de ne pas retrouver le chemin de l'école en raison de l'impact de la pandémie. Deuxième défi, c'est le défi que je voudrais définir, l'éthique de la responsabilité. Il est vraiment significatif que l'agenda 2030 des Nations Unies reconnaisse le rôle transformateur de l'éducation pour créer des sociétés plus justes et durables. Il y a une cible dédiée, les soi-dit 4.7, vise justement, et je cite, à faire en sorte que tous les apprenants acquièrent les connaissances et les compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable. Cet objectif englobe la sensibilisation à l'environnement, la citoyenneté mondiale, les droits de l'homme, une culture de la paix, de la non-violence et l'appréciation de la diversité culturelle aussi. Fondamentalement, il s'agit d'apprendre à prendre soin de soi, taking care, des autres et de la planète dans un esprit de respect, un esprit d'ouverture, un esprit de solidarité. Ils sont des mots-clés dans ce siècle et ils sont des mots-clés surtout aujourd'hui dans cette crise. L'UNESCO est le porte-drapeau, laissez-moi dire, des programmes sur l'éducation à la citoyenneté mondiale et au développement durable en résonance avec sa mission fondamentale de construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes. En décembre dernier, lors du lancement d'une mission pour encourager un engagement renforcé autour de cette dimension essentielle de l'éducation, le pape même, François, avait prononcé ces mots. Je cite encore, « L'éducation est toujours un acte de foi qui, depuis le présent, regarde vers le futur. Au cœur des objectifs du développement durable est la reconnaissance qu'une éducation de qualité est la fondation nécessaire pour protéger notre maison commune et générer la fraternité humaine. Les pactes mondiaux sur l'éducation et la mission 4.7 vont ouvrir des pères pour une civilisation de l'amour, de la beauté et de l'unité. Enfin, il y a un troisième défi, et c'est le défi pour actualiser cette vision du développement durable, humain, intégral et solidaire. C'est le défi que je voudrais nommer comme une éthique universelle dans l'application des nouvelles technologies. Nous savons que la révolution numérique accélérée lors de cette pandémie doit être inclusive au service du bien public et des transformations éducatives accessibles à tous et à toutes. L'éthique déterminera la mesure dans laquelle l'humanité sera capable d'exploiter les bienfaits de l'intelligence artificielle et de contrôler les risques. L'UNESCO, vous le savez, mène un effort mondial pour établir des principes universels sur l'éthique de l'intelligence artificielle en vue d'adopter une recommandation à notre conférence générale cette année, en novembre, qui serait le premier instrument juridique dans les domaines au niveau global. L'universalité, la justice sociale et le respect de la dignité humaine sont, on peut dire, nos fils rouges, nos fils conducteurs dans ce travail.
Ainsi, pour sortir de la crise que nous traversons malheureusement encore aujourd'hui, nous devons refonder l'éducation ensemble avec un sens d'urgence et l'ambition. L'ambition guidée par ces principes et le respect de notre planète unique et notre humanité commune. Je vous remercie. Merci infiniment, Madame Stefania Giannini, pour ce long message que nous allons certainement travailler ensemble avec l'équipe du CCIC, car vous savez que notre ambition, c'est d'arriver à proposer à l'UNESCO et aux autres aussi, bien sûr, des orientations éducatives vers des possibles souhaitables. Et nous pensons que ceci est une mission universelle, et je constate qu'effectivement, l'UNESCO s'y attelle et que le CCIC veut y répondre, tant en participant ou en apportant sa petite pierre à votre grand projet phare sur les futurs de l'éducation, Apprendre à devenir, qui est un très très beau titre, et en répondant aussi aux appels du pape François que vous avez cités et qui effectivement délivre des messages très forts sur la protection de la planète, sur le développement durable, sur la fraternité. Madame la sous-directrice générale, je vous remercie infiniment de ce long message. Soyez vraiment sûrs de notre reconnaissance et de notre envie de continuer à travailler avec l'UNESCO sur le domaine de l'éducation en particulier. Merci. Maintenant, je passe la parole au père Éric Salobir qui nous délivre sa conférence d'introduction. Merci Madame la Présidente honoraire, Madame la Directrice Générale Adjointe, Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir selon votre fuseau horaire. Transhumanar, outrepasser l'humain, on pourrait dire, dans une mauvaise traduction, transhumaniser. Outrepasser l'humain ne peut se dire avec des mots. Cette constatation qui semble marquée au sceau de l'expérience n'est pourtant pas issue d'une interview d'un des gourous de la Silicon Valley. Ça n'est pas non plus la devise d'une filiale d'un de ces grands groupes américains. Non, cette constatation, elle nous vient du chant 1 du paradis de la Divine Comédie de Dante. Dante parlait déjà, au XIVe siècle, de transhumaniser. Une façon pour nous de nous souvenir que si nous devons toujours poser à nouveau frais nos questions, elles font appel à des connaissances, à des compétences, à des expériences humaines qui sont des expériences profondes, qui sont des expériences séculaires. Et c'est peut-être là qu'il va nous falloir nous positionner dans cette tension entre le temps long et l'immédiateté, entre l'innovation et les invariants anthropologiques, pour pouvoir essayer de comprendre un peu la façon dont nous sommes bousculés par tout ça. Parce que de fait, cette question du transhumanisme, de la transformation, elle se pose à nouveau frais dans notre société technologique. Et la question, c'est pourquoi ? Peut-être justement parce que nos technologies sont des productions de la société aux deux sens du génitif. C'est-à-dire que d'un côté, notre société les enfante, nous avons des technologies qui nous ressemblent, mais en même temps, à mesure qu'on les utilise, ces technologies, eh bien, elles nous transforment également. Et en fait, à un moment, on peut dire que nous sommes produits par nos propres produits. Alors, jusqu'où et comment sommes-nous ainsi transformés au sens littéral du terme, c'est-à-dire que la forme de notre humanité en change? Eh bien, c'est justement avec Dante qu'on peut aller un pas plus loin, puisque lui disait « Outrepasser l'humain ne peut se dire avec des mots que l'exemple suffise à ceux à qui la grâce réserve l'expérience ». Et peut-être que justement, aujourd'hui, il va nous falloir réfléchir sur nos expériences, sur nos usages, et essayer de mettre un cadre narratif, de mettre des mots, et de confronter un peu nos réflexions à tous ces métadiscours qui viennent un peu nous donner de l'extérieur une idée de ce que doit être notre technologie. Jusqu'où l'homme peut-il changer l'humain? C'est le titre de ce séminaire. Eh bien, moi je dirais,
Non seulement jusqu'où en termes de limites, mais aussi dans quelle direction. Où voulons-nous aller? Ça, c'est une question clé, à mon sens. Dans quel sens voulons-nous mener cette transhumance, cette traversée de l'humain? Et quelque part, quel rapport à la technologie allons-nous créer? Et le rapport à la technologie, il est clé en ce moment, et je trouve que ce séminaire, il intervient vraiment à point nommé, à un moment où la pandémie s'enlise, à un moment où on comprend que le jour d'après, c'est peut-être le jour de maintenant, et à un moment où on est amené à s'interroger sur ce qu'est notre technologie. Parce que finalement, il faut bien le dire, notre technologie n'a pas été plus efficace pour nous protéger de la pandémie que l'a été en son temps la ligne Maginot. C'est-à-dire, en fait, on a été complètement débordé, on a été enseveli, et en même temps, heureusement que ces technologies sont là, je pense notamment aux technologies numériques, car sinon, nous ne serions pas capables de continuer de travailler, de communiquer, de consommer, de vivre. Tout se serait effondré. Et donc, en fait, on est dans cette espèce de tension. Peut-être qu'on doit faire le deuil de notre toute-puissance technologique. Et ça, ce n'est pas une mauvaise chose, parce que Freud dirait que faire le deuil de sa toute-puissance, c'est nécessaire pour accéder à l'âge adulte. Donc, peut-être qu'on va accéder à une forme de maturité dans notre rapport à la technologie. Et puis, peut-être aussi que, du coup, on va l'aborder différemment. Peut-être qu'on va voir que, quelque part, elle est nécessaire à la façon dont on se construit comme humain. Alors, la technologie, c'est vaste. Pour en prendre une sur laquelle on va plus particulièrement discuter aujourd'hui et au cours de ces 3 séminaires, il s'agit de l'intelligence artificielle, un peu paradigmatique de l'ensemble des technologies pour 3 raisons. D'abord parce qu'elle est mature, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle est déjà sortie des laboratoires, parce qu'elle est universelle, on la retrouve un peu partout, et parce qu'elle est extrêmement puissante. Un peu comme l'a fait l'électricité en son temps, elle est la cheville ouvrière d'une révolution, mais cette révolution n'est pas seulement une révolution industrielle, c'est aussi une révolution cognitive, une révolution épistémologique. Je la rapprocherai un peu de l'invention de l'écriture ou des caractères mobiles d'imprimerie ou du codex. Quelque part, elle transforme aussi notre rapport à l'autre et notre rapport au monde. Alors, vous me direz, cette technologie, on ne la voit pas toujours. Peut-être que beaucoup d'entre vous diront, moi je ne l'utilise jamais. Mais en fait, ils en sont impactés beaucoup plus qu'ils ne le pensent. Parce que justement, l'une des spécificités de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est aussi très largement invisible. Quand vous prenez le métro et qu'il est automatique, quand vous commandez un repas sur une plateforme ou un VTC sur une plateforme, quand vous allez sur un réseau social, quand vous avez de la publicité qui vous est proposée sur votre écran, et de bien des façons, eh bien vous voyez, ou vous ne voyez pas plutôt, que l'intelligence artificielle est là et qu'elle transforme profondément votre vie. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser, je pense, je n'anticipe pas sur les débats qui seront passionnants, aux différents aspects, aux différents impacts de cette technologie et de ces technologies sur notre vie. Et plus exactement sur notre vivre ensemble, moi je dirais peut-être de 3 façons. C'est un peu ma lecture. Tout d'abord, un premier impact qui paraît évident dans notre société, j'allais dire post-Covid, malheureusement au milieu du Covid, c'est un impact économique. Et on voit bien que l'intelligence artificielle et l'ensemble de ce bouquet de technologies sont particulièrement puissantes pour nous aider à automatiser notre société. En fait, surtout maintenant avec des taux d'intérêt qui sont bas, on se rend compte que la machine coûte souvent bien moins cher que l'humain. Jusqu'où est-ce qu'on sera capable d'utiliser une technologie pour donner du pouvoir à l'humain, ou à partir de quand est-ce qu'on sera tenté de remplacer l'humain par une machine? Comment est-ce qu'on va s'arranger pour que, comme le demandait le pape François dans Fratelli Tutti, il n'y ait pas d'inutile dans notre société? Voilà, ça fait partie des questions qu'on va devoir se poser sur les questions économiques. Est-ce qu'à un moment, l'intelligence artificielle, les technologies numériques ne signent pas un tournant du capitalisme ? À un moment, est-ce que l'économie de l'attention, l'utilisation de nos biais par les algorithmes ne risque pas d'abîmer un peu la confiance que l'on a dans ces technologies? Est-ce qu'à un moment, la plateformisation de l'économie ne risque pas aussi d'accroître la précarité, d'accroître les monopoles de certaines grandes entreprises au détriment des autres? Est-ce qu'à un moment, on ne va pas toujours avoir tendance à investir pour avoir des technologies toujours plus efficientes, mais pas forcément un système très résilient, ce qui fait qu'en cas de crise sanitaire notamment, eh bien, c'est parfois l'humain qui est la variable d'ajustement.
Donc voilà des questions économiques, des questions sociales aussi, parce que très vite on voit que ces questions économiques, elles ont un impact sociétal fort, et dans une société des réseaux, une société de l'extimité, pour reprendre le terme de Serge Tisserand, on n'interagit plus avec les autres de la même façon. À un moment, on est forcément impacté dans la médiation, dans l'interaction avec l'autre, par ces technologies qui viennent un peu comme des interstices facilitateurs, mais pas toujours. Finalement, juste pour prendre un exemple, beaucoup de jeunes maintenant se rencontrent à travers des applications de rencontres. Pour certaines sont payantes, j'imagine, ou par de la publicité. L'idée, c'est qu'il faut y rester le plus longtemps possible. Si vous devez y rester le plus longtemps possible, est-ce que l'algorithme va vous aider à trouver le plus vite possible l'homme ou la femme de votre vie? Ça, ce n'est pas certain. Mais en même temps, il faut reconnaître que les réseaux, à travers les algorithmes qui les font tourner, eh bien, ce sont aussi de formidables lieux pour que les gens qui sont un peu en marge de la société puissent se compter, se retrouver. Et on voit qu'un certain nombre de mouvements sont des mouvements qui émergent de tout ça. Donc on est dans une situation où, à un moment, effectivement, l'impact, il est économique, il est sociétal, il est aussi politique, à travers la gouvernance des algorithmes, mais aussi à travers la façon dont les réseaux qui sont soutenus par ces technologies, à un moment, peuvent aider, faciliter une forme de démocratie directe qui va bousculer un peu notre démocratie représentative. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller vers une forme de plateformisation de l'État? Est-ce qu'à un moment, on pourra dire avec Michel Houellebecq « Je choisis mon pays de résidence comme je choisis un hôtel, quand il ne me plaît plus, j'en change ». Mais alors, quid du statut des États-nations, quid des plus fragiles, du contrat social? Est-ce qu'à un moment, tout ça ne risque pas d'être bousculé? Voilà des questions, je pense, qu'il nous faudra aborder aujourd'hui, d'abord pour mieux comprendre la façon dont on vit ensemble autour de ces technologies, et puis pour préparer ce que sera l'étape d'après, le prochain séminaire en mai, où nous irons peut-être un cran plus loin en essayant d'aborder l'impact plus anthropologique des technologies. Alors, avec Michel Serres, je suis profondément persuadé que ces technologies-là, elles ont un impact au final positif sur l'humain, ou plutôt que l'humain trouve toujours le moyen de faire florès, de faire son miel de ces technologies et de sortir vainqueur de toutes les révolutions qu'il rencontre. Mais comment faire en sorte que ces technologies d'individualisation ne conduisent pas à l'individualisme, qu'elles permettent l'émergence de la personne? Comment est-ce qu'on peut être certain que l'avènement de l'humain ait vraiment lieu, cette transformation ait vraiment lieu? Est-ce qu'à un moment... Je vois que les slides changent, merci beaucoup. Est-ce qu'à un moment, on peut se dire que cet avènement de l'humain, il va se faire à travers un accès à l'information différent, un accès à la connaissance qui soit différent? Il faut être réaliste. Ces algorithmes, ce sont des algorithmes qui nous aident à discerner, on va dire, les informations considérées comme pertinentes. Autrement dit, est-ce qu'une information correspond à ce que vous attendiez? C'est globalement comme ça que fonctionnent les plateformes, les moteurs de recherche, les réseaux, parce que c'est ça qui fait que vous êtes satisfait. Ça ne dit pas que l'information, elle va correspondre à la réalité derrière la chose. À un moment, est-ce qu'on va continuer à avoir une vérité qui soit adéquation de notre intellect et du réel, on va dire? Et ça, pour prendre un exemple très précis, très concret, je dirais que ça se manifeste lorsque non seulement on fait des recherches sur Internet, et là vous avez plein de propositions, vous pouvez choisir la réponse qui vous convient, mais plutôt lorsque maintenant les gens posent des questions à toutes leurs enceintes connectées qui sont très à la mode. Lorsque vous posez une question comme par exemple « Quelle est la capitale de la France ?», la réponse ne pose pas beaucoup de problèmes. Mais si vous demandez à la même enceinte connectée « Quelle est la capitale d'Israël ?», et que l'enceinte vous répond « Jérusalem » ou « Tel Aviv », eh bien là se déploie derrière tout un présupposé géopolitique dont vous n'avez pas conscience, mais qui transforme votre compréhension du monde. Comment donc on va permettre ainsi d'accéder à plus de connaissances, mais en offrant cette capacité de discernement? Comment à un moment on ne va pas laisser, je dirais, ces enceintes connectées, qui en même temps sont connectées à vos systèmes de sécurité, etc., et donc qui quelque part prennent soin de votre maison, devenir les nouveaux dieux lards. Vous savez, ces dieux qui, quelque part, les dieux personnels, les dieux familiaux, qui prenaient soin du foyer. Est-ce qu'à un moment, on ne risque pas de les considérer un peu comme des nouveaux totems? Est-ce qu'on ne risque pas de s'abandonner à eux?
Voilà, je pense que la façon dont on va devoir avancer dans notre traversée de l'humain, elle va passer par un certain nombre d'étapes, peut-être par un certain nombre d'embûches aussi, dont celle-ci, et il va nous falloir les traverser pour être certain que l'humain que nous sommes à la fin est un meilleur humain et plus assumé de lui-même que ne l'était l'humain avant. Donc voilà un peu la façon dont nous allons devoir avancer. Moi, j'insisterai beaucoup pour que, de façon très concrète, pratique, pragmatique, on ait ce que j'appellerais, peut-être de façon pompeuse, une apocalypse étymologique, c'est-à-dire qu'en fait, un vrai dévoilement de ce qui est derrière ces technologies et qu'on donne à comprendre parce que, et ce sera l'objet de notre 3e séminaire en juin, eh bien, à un moment, il va nous falloir comprendre que pour transformer, il faut transmettre. À un moment, il va falloir préparer la nouvelle génération, préparer la jeune génération, et ça va impliquer de pouvoir leur apporter des éléments pour pouvoir choisir, pour pouvoir être acteurs de leur propre vie. Alors je trouve que l'UNESCO est un lieu particulièrement bien choisi pour travailler sur ce qu'est finalement une forme d'éducation au sens plein du terme. C'est aussi un projet qui est le nôtre au sein d'Optique en lien avec la Congrégation pour l'éducation du Saint-Siège et en lien avec une fondation qu'a créée le Saint-Père pour ça, travailler pour essayer de comprendre ce que nous devons transmettre à ceux et celles qui devront s'épanouir dans un monde transformé par l'intelligence artificielle, afin qu'ils puissent comprendre à leur tour, afin qu'ils puissent être informés pour choisir, comme je le disais, afin qu'ils puissent être des individus épanouis, des citoyens responsables et peut-être aussi des croyants engagés. Alors voilà, pour vivre cette 3e étape, il faut avoir traversé les 2 premières. C'est pour ça que, sans plus attendre, je cède la place à ceux qui vont aujourd'hui nous aider à réfléchir sur l'impact de ces technologies et j'espère que vous nous accompagnerez au cours de ces 3 séminaires. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci Père pour ces propos inspirants, ces questionnements qui vont sous-tendre le parcours de notre forum. Métamorphose du monde, jusqu'où l'homme peut-il changer l'humain? Quelle boussole pour l'éducation? Nous l'avons organisé en 3 temps, 3 étapes. Aujourd'hui, la première, l'intelligence artificielle au sens large provoque une accélération de l'évolution scientifique et technologique, ce qui transforme la société. C'est ce que nous avons appelé la métamorphose du monde. L'effervescence que provoquent les découvertes de la recherche n'a rien d'original. Ce qui est particulier de nos jours, c'est la conscience que la personne prend ou ne prend pas de la mise en cause possible de sa propre nature humaine au travers d'innovations radicales. En effet, est-ce que l'homme s'en trouve grandi? Tous les hommes? La société elle-même? Grâce aux nouvelles technologies, quelles sont les opportunités? Quels risques pour l'homme? C'est Emmanuel Leclerc, philosophe, qui va animer cette table ronde. Emmanuel, vous êtes docteur en philosophie éthique et morale, expert en éthique anthropologique et enseignant-chercheur en éthique sur l'intelligence artificielle en école de commerce. Vous avez fondé et vous présidez le cercle de pensée anthropologique Devenir pour agir, dans lequel vous interviewez de manière philosophique des personnalités de la société civile, ministres, ambassadeurs, artistes, sportifs. Dans votre dernier livre, vous faites l'éloge de la vérité. Quel bonheur ce serait si chacun se faisait un devoir de respecter la vérité. Emmanuel, la parole est à vous. Les amis, bonsoir, heureux de vous retrouver sur ce plateau. En effet, les progrès scientifiques ne cessent de nous questionner et à l'ère d'une révolution technique et technologique, il est légitime de se poser la question de savoir où nous allons. Mais faut-il déjà savoir d'où nous venons? Car cela nous permettra peut-être de répondre à la question « Qui suis-je ?» ou tout simplement « Qu'est-ce que l'homme ?» Sans faire un procès à la science ni à l'homme, essayons ensemble de comprendre quels sont les risques et les opportunités de la science et des nouvelles technologies. Mais aussi face aux bouleversements technologiques et scientifiques galopant dans nos sociétés de plus en plus formatées, quels sont les risques
et les chances pour l'homme. Ainsi, pour tenter de répondre à ces grandes questions, je suis heureux d'accueillir sur le plateau Hervé Schleves. Bonjour, professeur. Bonjour. Vous êtes scientifique, neurologue, directeur de recherche au CNRS, président du comité bioéthique à l'UNESCO. Vous êtes aussi directeur du comité d'éthique de l'INSERM. Merci pour votre présence ce soir parmi nous. Jean-François Bronstein, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, professeur. Vous êtes professeur de philosophie à Paris 1, spécialiste de la philosophie des sciences et auteur de nombreux ouvrages dont on parlera par la suite. Et nous sommes en visioconférence avec Michèle de Bonneuil. Michèle de Bonneuil, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Vous êtes économiste et ancienne inspectrice des finances et initiatrice de ce que vous allez appeler la révolution quaternaire dont on va parler dans quelques instants. Madame l'inspectrice, bonsoir. Je commencerai donc par vous, parce que en 1998, vous avez publié avec Daniel Cohen un ouvrage sur la révolution industrielle induite par le développement des technologies de l'information et de la communication. Le rapport notait le retard de l'Europe et de la France dans ce domaine par rapport aux États-Unis et recommandait un accroissement des efforts dans la production, la diffusion et l'assimilation des nouvelles technologies. De plus, vous vous êtes intéressé au service de proximité ou au service de la personne. Et dans ce cadre-là, vous avez pu participer au plan Borloo en 2004. De toutes ces réflexions sont nées ce que vous avez appelé l'économie quaternaire ou l'économie du quaternaire, que vous développez particulièrement dans votre ouvrage en 2017, La Révolution quaternaire aux éditions de l'Observatoire. Dans ce livre, vous vous posez donc la question de l'économie quaternaire face et par rapport aux GAFA. Alors, Michèle de Bonneuil, ma première question sera la suivante. Pourriez-vous nous expliquer en quoi ce concept quaternaire est révolutionnaire, mais aussi quelles pourraient en être ses limites? Bonjour à tous. Dans les quelques minutes qui me sont allouées, je vais peut-être commencer par remarquer que, en fait, le numérique, les technologies numériques vont décupler les capacités mentales des hommes, comme les technologies précédentes de la mécanisation avaient décuplé leurs capacités physiques. Et on a vu à quel point on avait su faire merveille avec ce décuplement des capacités physiques. Donc, effectivement, en joignant décuplement des capacités physiques et mentales, on a l'impression qu'on va savoir fabriquer un homme à notre image, ou en tout cas, quelque chose qui peut y ressembler. Et c'est ça, je pense, qui fait qu'on est inquiet par rapport à l'évolution et par rapport à cette technologie. Et on voit l'économie se développer dans un très grand désordre. On ne sait pas comment s'y retrouver. On a l'impression n'a pas avoir prise sur le monde qui est en train de se construire sous nos yeux. Je pense que pour reprendre la main sur cette économie, il est important de prendre conscience que les technologies numériques permettent de satisfaire les besoins tout autrement que ne l'avaient fait les technologies précédentes. C'est-à-dire qu'avant, il fallait se déplacer pour aller acheter des biens ou pour aller sur des lieux de vie, dans des lieux dédiés, chercher des services. Aujourd'hui, les technologies numériques permettent de mettre à notre disposition, là où nous sommes, tout ce dont nous avons besoin, de l'information, des biens et des personnes pour s'occuper de nous. Il s'agit là d'un changement très, très radical. C'est-à-dire que si vous voulez, on a une nouvelle catégorie de produits qui ne sont ni des biens ni des services, qui les dépassent et qui les assemblent dans un nouveau produit qui est ce que j'appelle des solutions et qui sont toutes ces mises à disposition de tout sur nos lieux de vie. Alors, pour aller très vite, je dirais que, en fait, les GAFA ont compris les premiers cela. Et effectivement, ils ont commencé par nous mettre à disposition tout ce qui pouvait être mis à disposition de façon immatérielle, c'est-à-dire le texte, le son et l'image, avec tout ce que nous avons
nous avons vu. Après, ils nous ont fait de la livraison de biens, puis du partage de voitures, puis des mises à disposition de personnes qui nous ont fait des petits travaux à la maison. Donc, on voit que toutes ces applications, en fait, ils n'appellent pas ça des solutions, mais des applications, mais c'est la même chose. Ces acteurs-là ont vu qu'ils allaient pouvoir mettre à notre disposition tout ce dont on avait besoin grâce à une plateforme qu'ils ont su mettre à la disposition des consommateurs. Et ces GAFA, ce qu'on appelle aujourd'hui les GAFA, sont aujourd'hui des entreprises extrêmement puissantes qui sont des oligopoles mondiaux, qui sont, et c'est ça qu'il faut comprendre, qui sont génétiquement numériques. C'est-à-dire que leur capacité, c'est de traiter de l'information, de traiter les échanges entre les différentes parties prenantes. Et pour eux, l'homme n'est pas dans leur plan. En fait, pour le moment, ils en ont quelquefois besoin. Par exemple, pour faire les livraisons à domicile, ils ont besoin d'hommes, mais à ce moment-là, ce ne sont pas des salariés. Ce sont ce qu'ils ont appelé des travailleurs indépendants, c'est-à-dire des gens qui travaillent à la tâche et qui sont en réalité extrêmement dépendants des donneurs d'ordre que sont ces acteurs, ces nouveaux acteurs du numérique. Et donc, on a là affaire à une nouvelle organisation de la satisfaction des besoins qui oriente le numérique dans une direction qui est très particulière, très porteuse, très géniale et qui permet de satisfaire effectivement beaucoup de besoins. Mais je pense que c'est très important de comprendre qu'il y a là des risques majeurs parce que ces acteurs, on le sait aussi, s'approprient toutes les données qui circulent sur ces plateformes et grâce à ces données, alimentent une intelligence artificielle toujours plus propre à remplacer l'homme par la machine. Donc, voilà, je crois que c'est extrêmement important de comprendre que nous avons là une nouvelle façon de satisfaire nos besoins qui, au début, satisfait des besoins de base, comme la livraison, des choses comme ça, mais qui progressivement se mettent à satisfaire des besoins de plus en plus complexes, avec non plus des solutions élémentaires, mais avec un ensemble de solutions, avec un bouquet de solutions qui vont permettre effectivement de satisfaire des besoins très complexes, comme ce qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, la silver economy, c'est-à-dire la capacité pour les personnes âgées de rester chez elles jusqu'à leur mort, en bonne santé, ou ce qu'on appelle aussi les nouvelles mobilités, c'est-à-dire cette faculté d'articuler les voitures, les vélos, les trains, etc., les voitures, évidemment, et par exemple la rénovation énergétique. Enfin, on pourrait multiplier tous ces nouveaux besoins complexes que les technologies numériques vont permettre de satisfaire. Et je voudrais très rapidement, dans le temps imparti, montrer comment les GAFA sont en train d'aller dans cette direction. Prenons par exemple la silver economy. Si on suit la mouvance des GAFA, c'est-à-dire cette façon de satisfaire les besoins en utilisant que du numérique, en fait, on va mettre la personne âgée sans intermédiaire, directement en face de ces écrans, où elle va pouvoir aller chercher l'information qui existe sur tout ce qui peut satisfaire ses besoins, des personnes qui vont pouvoir venir l'aider tous les jours, faire la cuisine, son ménage, ses courses, etc. Des artisans qui vont pouvoir venir lui remplacer sa baignoire par sa douche, des objets connectés qui vont lui permettre de dérouler ses volets, etc. Bon. Donc, si vous voulez, tout ça existe en morceaux et l'organisation proposée par les GAFA, c'est que la personne âgée soit devant tout ça et se débrouille pour accéder à cette information et pour fabriquer un bouquet de solutions qui lui conviennent. Alors,
évidemment, derrière, plus l'intelligence artificielle progresse, plus on va aller vers des solutions qui vont éliminer l'homme. Par exemple, on voit arriver au Japon des robots qui vont être dans la maison de ces personnes et qui vont leur parler, leur demander comment ça va, leur demander quel type de besoins ils ont, les aider à les mettre dans la baignoire. Bon, des télévisions interactives où la personne va pouvoir parler directement dans la télévision. Bref, j'arrête, mais on voit bien le type d'organisation vers lequel on peut aller et vers laquelle on va, parce que les technologies numériques, ils vont sans aucune difficulté. Bon. Mais parallèlement à ça, on a un certain nombre d'entreprises qui sont en train d'essayer, au contraire, de redonner sa place à l'homme. C'est-à-dire, non pas de laisser comme ça la personne sans intermédiaire, sans personne, en train de se débrouiller pour accéder à l'information, parce qu'effectivement, tout existe presque, mais bon, voilà, il faut aller le chercher, il faut se débrouiller avec tout ça. Là, l'idée, c'est que ces entreprises, leur métier sera de former des personnes qui vont intermédier la relation avec les personnes âgées, qui vont écouter leurs demandes, la comprendre et fabriquer avec eux le bouquet de solutions qui sera de nature à satisfaire leurs besoins. C'est-à-dire qu'il y aura cette capacité d'écoute, de rassurer la personne, de suivre les choses, de faire en sorte que si la personne n'est pas contente, elle puisse se plaindre à quelqu'un, qu'elle ne soit pas en train de chercher partout, mais qu'elle puisse avoir un référent auquel se confier. Aussi, cette personne devra l'aider à rassembler les diverses aides publiques auxquelles elle a droit. Éventuellement, effectivement, de ne lui faire payer que le reste à charge, etc. Donc, encore une fois, je vais très vite, mais on pourra revenir sur tout ça. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il existe des entreprises qui sont en train de complémenter ce que font les GAFA, parce que dans certains cas, ça peut aller très bien de ne pas avoir d'hommes et de remplacer par des machines. Mais dans d'autres cas, et c'est là qu'il faut faire preuve de discernement, et c'est là qu'il faut que ces organisations, que ces entreprises puissent exister, elles sont en train, en tout cas, d'essayer d'aller dans cette direction. C'est vrai pour la silver economy, c'est vrai pour la rénovation énergétique, parce que ce que j'ai dit sur la silver economy, on pourrait le répliquer complètement sur la rénovation énergétique. Aujourd'hui, vous pouvez aller chercher tout ce que vous voulez pour vous fabriquer de la rénovation énergétique, et finalement, ça ne marche pas. Et tout ce que l'on obtient, c'est de la déception des consommateurs et un gâchis de subventions publiques. Donc, il y a aujourd'hui des entreprises qui sont en train, encore une fois, de réintermédier, de prendre en charge toute la demande, de fabriquer un bouquet de solutions adaptées et de suivre le processus. C'est-à-dire de coordonner toutes les entreprises et toutes les parties prenantes qui doivent coopérer pour arriver à faire ces satisfactions de besoins complexes qui sont la croissance de demain, de prendre soin des objets, non pas d'en acheter, de les jeter, etc., mais d'avoir des personnes qui soient là pour vous apprendre à vous en servir, pour les connecter, pour les recycler, etc. D'ailleurs, pour que vous ne les achetiez pas, mais qu'on vous les mette à disposition jusqu'à ce qu'effectivement ils soient usés. Bon. Donc, je n'insiste pas là-dessus. Ce sur quoi je voudrais vraiment terminer cette première introduction, c'est que si nous laissons le marché faire son œuvre, il va nous amener vers ce que font les GAFA, parce que c'est la ligne de plus grande pente, c'est le tout numérique. Donc, ça existe, c'est très puissant, c'est génial, ça se développe et on voit bien qu'on aura beaucoup de mal à les encadrer. La vraie réponse à cette façon de s'organiser, c'est d'en faire une autre, que des entreprises organisent la satisfaction des besoins par ces bouquets de solutions tout autrement, en remettant l'homme à sa place. C'est tout à fait possible, le numérique peut le faire, peut coordonner, peut faire tout cela très très bien. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est beaucoup plus difficile de former des hommes, de les embaucher, de bien les payer, de rentabiliser tout ça. C'est très difficile de coordonner les acteurs. C'est possible, mais il faut vouloir le faire. Mais le message, c'est que ce n'est qu'à ce prix que nous aurons la possibilité de piloter la façon dont l'homme changera l'humain.
Merci beaucoup, Michel de Bonneuil, pour votre introduction passionnante et pertinente. Vous mettez le numérique, je dirais, au service de l'humain, de l'humanité. Vous prenez l'économie de solutions et vous dites aussi que le numérique permet de créer des emplois. Nous en reparlerons tout à l'heure au moment de la discussion. Mais je voudrais quand même, et je me tourne vers le professeur Jean-François Bronstein. Michel de Bonneuil a parlé donc du numérique et je pense que le numérique aussi a des limites. Je m'interroge, en tout cas la réflexion de Michel de Bonneuil me permet de m'interroger sur votre livre que vous avez publié en 2018, que la philosophie devenue folle, le genre, l'animal et la mort, aux éditions Grasset, dans lequel vous traitez de l'effacement des limites de 3 domaines, l'identité sexuelle, la différence avec l'animal et la question de la mort. Et dans cet ouvrage aussi, vous vous êtes intéressé non seulement aux théories qui ont émergé de ces 3 domaines, mais aussi aux courants initiateurs. Et vous reprenez même la formule de Canguilhem, la brutalisation de l'humanité. Alors, Jean-François Bronstein, vous avez cette notion de limite, et je vous cite, cette incapacité à penser la limite. Alors ma question est la suivante, toute simple. L'homme n'arrive-t-il pas à penser la limite ou n'arrive-t-il plus à la penser? Bien, écoutez, c'est une question effectivement qui est au cœur de mes réflexions en ce moment. Avant d'en parler, je dirais quelques mots de témoignage effectivement sur cette année en ligne d'une certaine manière. Moi, je suis assez frappé par le caractère robuste d'une certaine manière. Tout a continué, les cours ont continué, la recherche a continué, les colloques ont continué jusqu'à ici aujourd'hui, mais en même temps, rien n'a continué de la même manière. Et je trouve qu'il y a effectivement quelque chose d'extrêmement décevant d'une certaine manière dans ce genre de choses. J'ai fait 3 heures de cours ce matin, ce n'est pas des cours comme je fais depuis des décennies. C'est quelque chose de très bizarre parce qu'il n'y a pas de retour. On n'a pas de retour des étudiants, et là, on aura un retour, mais très indirect, d'une certaine manière. Et on ne peut pas, il y a une espèce de relation de confiance qui s'est perdue. Je pense notamment à la question de l'humour. Il m'arrive de faire beaucoup de blagues pendant mes cours. Aujourd'hui, si je fais une blague, ça sera coupé, ça sera sur Internet, et je serai shamé, namé, cancellé, etc. Et donc, c'est vrai que ça change complètement les choses. Et je pense qu'il y a cet aspect-là qui est quand même non négligeable. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'un cours, ce n'est pas juste un discours, c'est un échange. On interagit non-stop avec les étudiants et c'est assez déprimant. Je dois dire que ça continue, mais ça continue pour faire semblant d'une certaine manière. Donc, il y a ce point-là. Je dirais aussi que, d'une certaine manière, s'agissant des cours et du métier d'enseignant, les normes, par exemple, de Twitter ou des réseaux sociaux imposent une fin de l'argumentation, c'est-à-dire que c'est quelques centaines c'est 200 signes ou 185 signes, je ne sais plus très bien, et effectivement, il n'y a pas d'échange argumenté. L'échange argumenté est quelque chose qui se perd, et les étudiants, d'ailleurs, sur Internet aussi, hésitent à interagir de cette manière avec, comme on le faisait auparavant, donc on perd ça. Et puis, je dirais que, alors pire encore, la raison, l'argumentation qui est au cœur du métier d'enseignant universitaire se perd derrière l'émotion, c'est-à-dire que c'est like ou dislike, c'est-à-dire on aime ou on n'aime pas. Vous êtes avec nous, vous êtes contre nous, et je trouve que ce genre d'attitude tend à pervertir d'une certaine manière l'enseignement tel qu'il se pratique. Donc il y a des gens qui vont se dire, est-ce que vous faites cours sur le genre, vous êtes pour ou vous êtes contre? C'est pas mon problème. Et donc il y a ce point-là. Alors, mais bon, en même temps, je suis content d'avoir les réseaux sociaux. En fait, je voudrais parler de deux difficultés ou 2 menaces, d'une certaine manière, qui me semblent présentes dans ces nouvelles technologies, et en particulier dans tout ce qui est dans cette virtualisation du monde. Le monde est entièrement virtualisé. D'une certaine manière, avec l'usage des réseaux sociaux, on existe essentiellement online, et le monde réel n'existe plus vraiment. Alors il y a quelquefois un mélange online-offline. Je sais qu'il y a le online qui doit merger vers le offline, donc mélanger le réel et l'imaginaire, le virtuel. C'est quelque chose de très étonnant où il y a plein de sondages, notamment américains ou australiens, qui montrent que beaucoup de jeunes, des millennials, se sentent inconfortables dans des entretiens en face à face et préfèrent à 80% converser de manière digitale. Et donc l'interaction
en face à face devient quelque chose de bizarre. Et d'une certaine manière, les identités de ces jeunes millennials sont des identités essentiellement déclaratives sur Internet. Sur Internet, je suis ceci ou cela. Et on voit d'ailleurs que sur les sites de rencontres, etc., il y a des hommes qui sont des femmes qui sont des hommes, des trans qui sont des choses, des animaux, etc. Tout est mélangé, tout est accessible d'une certaine manière. Et effectivement, il y a l'idée qu'au fond, et c'est ça qui m'inquiète beaucoup et qui va dans le même sens que le bouquin que j'avais fait, c'est l'idée qu'on va finalement virtualiser, voire faire disparaître le corps. Le corps est quelque chose d'annexe ou quelque chose de méprisable, de dégoûtant, de quelque chose dont il faut se débarrasser. Et je trouve que cette virtualisation du monde accroît cette tendance à la déréalisation, à l'évaporation du corps d'une certaine manière. Alors on le voit dans deux domaines qui sont d'ailleurs, qui vont ensemble, c'est-à-dire d'une part le transhumanisme. Pour les transhumanistes les plus décidés, il faut se débarrasser de ce qu'ils appellent la viande. Le corps, c'est de la viande, c'est ce que disent Moravec, Marvin Minsky, etc. Et leur hypothèse, c'est qu'on pourrait à la fin télécharger la conscience sur des puces de silicium et donc perdre le corps. Le corps, c'est quelque chose d'inessentiel. Et il y a une espèce de mépris ou de dégoût du corps tout à fait fascinant chez les auteurs transhumanistes. Par exemple, William Gibson, dans son livre Neuromancien, traite effectivement le corps de viande. Et du même pas, si je puis dire, se développe effectivement la théorie du genre et l'idée que le genre, c'est ce qui compte dans le genre, c'est l'identité que l'on a, c'est la déclaration que l'on a d'avoir le sentiment d'être ceci ou cela, ou ni ceci ni cela, les non-binaires. Et donc il y a l'idée que masculin et féminin, c'est des choses qu'il faut disparaître. Dans un journal récemment, il était écrit en titre « Masculin et féminin, ça ne sert plus aujourd'hui qu'à discriminer ». Non, masculin et féminin, c'est deux réalités. Mais quand on dit que la biologie dit qu'il y a deux sexes dans l'espèce humaine et que la reproduction est sexuée, on va dire que la biologie est une science viriliste, patriarcale, réactionnaire, et on va critiquer cela. D'où l'espèce de fascination qu'il y a aujourd'hui pour cette question des trans. Les trans, c'est ceux qui vont décider eux-mêmes, indépendamment de tout substrat corporel, qu'ils sont ceci ou cela, qui vont se libérer de toute définition. Et il y a vraiment une volonté d'en finir avec ça. Le trans, et alors c'est pour ça que ça a un tel succès aujourd'hui, c'est le héros ultime qui va s'émanciper de toute détermination. On est ce que l'on veut. Le trans, c'est celui qui décide d'être ceci et cela, ceci puis cela, etc. Et donc il y a vraiment quelque chose de très étrange. Alors j'avais parlé dans le bouquin de gnosticisme, c'est de la gnose. Il y a vraiment l'idée que le corps c'est quelque chose qui est mal, quelque chose qui est dégoûtant, et que ce qui compte c'est la conscience. Et donc alors Facebook de ce point de vue-là va tout à fait dans ce sens, puisque sur Facebook on peut choisir, je crois, 70 genres différents qui n'ont aucun rapport évidemment à quelque genre biologique que ce soit. C'est quelque chose qui est très étonnant, et cette volonté de se libérer du corps me semble effectivement très étrange. C'est quelque chose qui est très récent. C'est d'ailleurs curieux, puisque des auteurs qui sont souvent cités à l'appui de cela, comme Foucault, parlent de la pierre noire du corps. Le corps, ça existe, on ne peut pas faire comme si le corps n'existait pas. Et il me semble qu'il y a effectivement quelque chose de très inquiétant. Je dirais que d'un point de vue chrétien aussi, le corps, ça existe, d'une certaine manière. La chair existe. Je pense que de ce point de vue-là, il y a une espèce d'oubli, d'évaporation, de négation du corps, et je pense que la vie volontairement et accentuée par cette absence effectivement de l'échange réel. Et deuxième question, alors de ce point de vue-là, il y a effectivement un auteur qui me semble un bon antidote, c'est Matthew Crawford, qui est un auteur américain, qui a écrit un livre qui vient de paraître en français qui s'appelle « Prendre la route », qui en fait est « Why We Drive », « Pourquoi on conduit », qui explique que la conduite, c'est quelque chose qui nous met en contact avec le réel parce qu'on tient compte des aléas de la route, on change les vitesses, on freine, on ralentit, et qui s'inquiète notamment des voitures, des véhicules autonomes. Et il dit de manière très intéressante que si on est dans un véhicule autonome, on est d'une certaine manière passager de sa propre vie. On n'est pas soi-même le maître de sa vie. Et de ce point de vue-là, il explique, qu'est-ce qu'on va faire quand on sera libre de conduire ? On va regarder un écran avec des publicités d'Amazon, de Google, etc. à proximité. De ce point de vue-là, il avait écrit aussi un autre livre qui était très passionnant, qui s'appelle « Contact, pourquoi nous avons perdu le monde et pourquoi nous devons le retrouver ».
il est aussi l'auteur d'un éloge du carburateur. Et donc il y a toute une réflexion chez lui sur le fait qu'il faut essayer de retrouver le réel. Le réel existe et on s'en éloigne trop. Et donc il y a une critique aussi des bullshit jobs, etc. Alors, et pour terminer, si j'ai encore 2 minutes, deuxième risque, à mon avis, c'est un risque portant sur notre liberté, c'est-à-dire les données dont disposent les GAFA sont extrêmement riches, sont très nombreuses. C'est tout à fait dissymétrique, ils savent plein de choses sur nous, on ne sait rien sur eux, on ne sait pas grand-chose sur eux en général. Et ce qui est gênant, c'est qu'ils ne se contentent pas de tenter d'orienter notre comportement pour nous vendre des choses, à la rigueur, bon, pourquoi pas, mais il y a vraiment l'idée qu'ils vont nous orienter pour notre bien. Et de ce point de vue-là, je pense que l'idéologie qui est au cœur de ces GAFA, c'est la théorie des nudges, le coup de pouce qui va nous pousser à choisir telle ou telle chose pour notre bien. L'exemple typique, c'est la cafétéria, où on doit mettre d'abord les brocolis et les fruits, et derrière les pizzas et les frites. On peut choisir, mais évidemment, on nous pousse à choisir ce qui est bien pour nous. Alors, il y a une Nudge Unite qui travaille chez BVA, je leur fais de la pub, pour le Covid, qui donne des conseils qui ne sont pas, à mon avis, très, très puissants. Mais il y a l'idée qu'on va agir pour notre bien. On fait notre bien sans qu'on en décide. C'est quelque chose qui est tout à fait discutable. Pourquoi les experts décideraient-ils de ma vie ? Pourquoi suis-je obligé d'appuyer comme un fou sur le bouton pour avoir du sucre dans une machine à café, alors qu'on pourrait imaginer que ce soit l'inverse ? Et donc c'est ça qui me gêne, c'est effectivement... alors c'est gênant quand c'était avec peu d'informations, mais là il y a énormément d'informations. Et de ce point de vue-là, il me semble qu'il y a une tentative non seulement de diriger nos achats, mais de diriger nos besoins, de diriger nos désirs, de faire notre bien malgré nous. Alors de ce point de vue-là, moi je suis tout à fait hostile à cette idée que la santé justifie que l'on fasse ça, et je conseille ici de relire un autre auteur, Stuart Mill, dans De la liberté, qui explique que la seule raison légitime pour user de la force envers un de ses membres contre sa volonté, c'est de l'empêcher de faire du mal à autrui. S'il veut se détruire lui-même, il a bien le droit. On a bien le droit de boire, de se droguer, etc., si c'est nous-mêmes qui en décidons. De ce point de vue-là, Stuart Mill expliquait qu'il faut qu'il y ait de l'excentricité. L'excentricité, c'est la sauvegarde d'une société libre. Aujourd'hui, l'excentrique serait némé et schémé tout de suite. C'est évidemment tout à fait le cas. Personne n'oserait aujourd'hui être excentrique. Alors, pour conclure sur ce point, je dirais qu'effectivement, j'ai trouvé 2 citations. Il s'est avéré qu'ensuite, c'était des philosophes catholiques et un peu hors normes, mais qui me semblent très belles. George Santayana, philosophe américain fin du 19e et début du 20e siècle, « Il se peut qu'un homme ne mange ni ne boive ce qui est bon pour lui, mais il est préférable pour lui et moins humiliant de mourir librement de la goutte que de voir son régime alimentaire régulièrement contrôlé par un censeur officiel, censeur qui de toute manière ne pourra jamais lui conférer l'immortalité. » Donc plutôt la liberté que la santé. Et autre formule de Chesterton, l'homme libre s'appartient à lui-même, il peut porter atteinte à sa propre personne par la nourriture ou la boisson, il peut se ruiner au casino, s'il le fait il est certainement stupide et se condamne très probablement, mais s'il ne le peut pas, il n'est pas plus libre qu'un chien. Et il me semble qu'effectivement aujourd'hui ces 2 auteurs seraient voués aux gémonies alors que ce sont des philosophes très traditionnels. L'idée c'est que la liberté peut-être vaut mieux que la santé et je pense que c'est une idée que ne partagent pas les GAFA. Merci pour votre exposé, Jean-François Bronstein. Vous venez de nous faire réfléchir sur les limites et à la fois nous donner, d'une certaine manière, on essaie de limiter les réseaux sociaux, même si c'est de plus en plus difficile, en tout cas pour les jeunes. Vous venez de nous alarmer d'une certaine manière. Je me tourne vers Hervé Schneewes. Vous êtes scientifique, neurologue, vous êtes spécialiste du cerveau, parce que vous avez publié un ouvrage sur le cerveau. Je me tourne aux éditions L'Iconoclaste, et le titre de votre ouvrage, c'est « Le cerveau, un voyage scientifique des cellules aux émotions ». Pour rebondir sur ce qu'a dit Jean-François Bronstein, concernant les limites dans le domaine scientifique, où peut-on et jusqu'où peut-on aller actuellement ? Peut-on tout faire ? Doit-on tout faire ? Bon, d'abord, ce n'est pas aux scientifiques de dire ce que l'on doit faire. Le scientifique, il est là pour repousser les frontières, sachant que nous sommes des grands ignorants
et que nous allons encore le rester longtemps. Et puis il est là pour faire un certain nombre de propositions, et ce sont les citoyens, tous ceux qui nous écoutent, qui sont là. Et j'entends qu'il y a un certain courant dominant apparemment dans la philosophie actuelle, puisque André Comte-Sponville a sorti à peu près le même discours il y a une semaine, qui est que la liberté vaut mieux que la santé. Bon, le médecin que je suis trouve que c'est un discours de gens bien portants, c'est-à-dire que la plupart des gens qui sont malades préféreraient avoir d'abord la santé pour avoir la liberté, et ne dit-on pas riche et bien portant, ce qui montre quand même que même l'adage populaire considère que si on veut être libre, il faut commencer par être en bonne santé. Après, que ceux qui sont en bonne santé souhaitent pouvoir la mettre en danger, c'est leur souci, mais ça montre aussi les limites à poser à un certain nombre de discours, puisque Jean-François, vous parliez de nudge. On aimerait bien que les gens arrêtent de fumer, et si le nudging devait vraiment marcher, les gens auraient arrêté de fumer depuis longtemps, parce que toutes les techniques de nudging ont été utilisées pour faire que les gens s'arrêtent de fumer, et on a 70 000 morts par an du tabac, malgré toutes les campagnes, malgré tous les affichages sur les paquets de cigarettes, etc. Alors, vous m'avez invité aujourd'hui parce que je préside le Comité international de bioéthique de l'UNESCO, donc peut-être un mot sur ce comité qui a été créé en 1993 pour justement essayer d'éclairer la discussion. On a beaucoup parlé de tensions, les tensions qui existent entre les avantages incommensurables du progrès de la connaissance et les questions que soulèvent les mêmes progrès de la connaissance, les deux allant de pair. Et ce comité international de bioéthique, il a produit un certain nombre de déclarations, une fondamentale qui est la Déclaration universelle sur les droits humains et le génome humain, celle dans laquelle, en 1997, adoptée ensuite par les Nations Unies en 1998, on lit à l'article 1 que, dans une certaine symbolique, le génome humain est patrimoine de l'humanité. Et donc, par rapport à toutes les discussions qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'édition du génome, quelle responsabilité nous avons dans ce domaine, on pourra y revenir. Ça a été complété en 2003 par la Déclaration universelle sur les données génétiques chez l'homme, et puis en 2005, une déclaration universelle sur la bioéthique et les droits humains. Et le comité travaille sur l'approfondissement de ces questions. Je vais en prendre un exemple sur un rapport en cours, la question de notre cerveau, justement, et la question des neurotechnologies. Et ça va nous amener à parler de la liberté et à réinterroger cette notion de la liberté. Alors, commençons par dire qu'en matière de neurosciences, comme dans bien des domaines de la science, nous sommes des grands ignorants et que d'abord le travail doit être un travail de recherche fondamentale pour faire progresser la connaissance que nous avons sur notre cerveau. Qu'est-ce que c'est les neurotechnologies ? Ce sont les technologies qui vont nous permettre de lire l'activité cérébrale et, dans certains cas, de modifier l'activité cérébrale. Alors, ça a commencé au début du XXe siècle, 1929, avec Hans Berger, quand il invente l'électroencéphalogramme, la capacité de détecter, à partir de la surface du crâne, l'activité électrique de notre cerveau. Ça s'est développé bien évidemment avec des techniques, tout le monde connaît aujourd'hui l'IRM, on connaît moins la magnétoencéphalographie ou des techniques NIRS ou de l'ultrason. Toujours est-il qu'il faut voir que toutes ces technologies qui nous permettent aujourd'hui de mieux comprendre notre cerveau sont des technologies qui convergent. Toutes les technologies qu'on va utiliser aujourd'hui utilisent de l'intelligence artificielle, utilisent des algorithmes numériques, utilisent aussi des connaissances biologiques, y compris des connaissances génétiques. Dans mon laboratoire, on a beaucoup de lignées transgéniques, c'est-à-dire des lignées dans lesquelles, chez des souris, on modifie l'expression des gènes dans tel ou tel endroit du cerveau pour essayer de comprendre le fonctionnement du cerveau et les répercussions que ça a par rapport à la manière dont notre cerveau va être capable de s'adapter à des challenges internes, j'ai faim, j'ai soif, à des challenges externes, les rayonnements ionisants, le réchauffement climatique, et puis des challenges sociaux, parce que nous sommes
tous les mammifères, des animaux sociaux, et donc le stress ou le plaisir, le bonheur de rencontrer quelqu'un ou le malheur d'être seul, ce sont des challenges sociaux. Alors, évidemment, le cerveau, c'est un enjeu de santé. 1/3 de nos dépenses de santé, c'est les maladies du cerveau. Les maladies du cerveau, c'est la première cause de handicap chez les jeunes, la sclérose en plaques. C'est le problème de santé publique que représentent les maladies neurodégénératives, Alzheimer, etc. C'est toutes les maladies mentales, depuis l'autisme qui va toucher plus d'1% des enfants, jusqu'à des maladies comme la dépression. Voilà, 1/3 de nos dépenses de santé. Ça veut dire qu'à l'échelle de l'Europe, chaque année, juste pour prendre un exemple, c'est 1 000 milliards d'euros. À côté de ça, il y a des grands programmes de recherche qui se sont mis en place, mais à une échelle quand même beaucoup plus modeste. Le Human Brain Project, c'est 1 milliard d'euros sur 10 ans. Donc 1 000 milliards d'euros par an, 1 milliard d'euros sur 10 ans. Vous voyez que la recherche fondamentale est toujours un peu maltraitée et un peu oubliée de toutes nos considérations. Alors, public et privé. Et on voit de plus en plus d'entreprises privées s'intéresser au champ des neurotechnologies, soit parce qu'il y a beaucoup de problèmes de santé à traiter, et heureusement depuis maintenant 30 ans, et grâce à une découverte française, le groupe de Grenoble d'Alim Louis Benhabib et du groupe de François Cros et Bernard Biolac à Bordeaux, on a des possibilités de soigner des Parkinsoniens pour certaines formes qu'on appelle dans notre jargon akinétorigides, des Parkinsoniens bloqués, avec des stimulations cérébrales à très haute fréquence qui permettent de rendre aux Parkinsoniens, à ces Parkinsoniens-là, une vie tout à fait normale pendant la durée de vie normale d'un individu. Donc, des avancées absolument extraordinaires dans le champ de la santé et qui continuent aujourd'hui. Il y a la possibilité pour des tétraplégiques, avec un entraînement très long, ça prend plusieurs mois, d'arriver à porter à leur bouche de façon autonome. Donc, cette question fondamentale de la dignité humaine et du retour de l'autonomie, dont on pourra discuter aussi avec Daniel sur ces assistants numériques qui permettent l'autonomie, la question de rendre à la personne la capacité de disposer d'elle-même, de diriger. Mais ces neurotechnologies, quand elles deviennent une aide à la décision, quand elles deviennent du jeu, le neurogaming, quand elles deviennent un coup de pouce économique, la neuroéconomie, là on voit qu'on s'aventure dans des domaines où on est plus dans la manière d'essayer d'orienter, d'essayer de modifier un comportement, voire même d'essayer d'augmenter certaines capacités de l'humain. Alors, il y a des augmentations dont nous sommes très heureux. À peu près toutes les personnes âgées ont une presbyacousie, ils perdent une partie de leur audition. On est heureux de pouvoir leur mettre des appareils auditifs d'amplification, voire même pour certains sourds, des implants cochléaires. On porte des lunettes, j'en ai dans ma poche. Demain, pour des personnes qui ont perdu la vue, des rétines artificielles. Et à côté de cela, on s'interroge sur la manière dont certains usages de ces neurotechnologies pourraient être détournés. Pour être clair, est-ce que les GAFA dont on a déjà beaucoup parlé, en dehors de collecter toutes les informations externes, pourraient se mettre à collecter nos activités cérébrales, donc des informations qui aujourd'hui sont l'ultime limite de la vie privée. Est-ce qu'à travers des modifications, que ce soit des biais des algorithmes ou du nudging, mais à une échelle beaucoup plus scientifique, on en arriverait à avoir un risque sur la liberté cognitive, notre liberté de penser? Est-ce qu'à travers des équipements qui prolongeraient le corps de l'individu, on en arriverait à s'interroger sur les limites entre le soi et le non-soi? Et c'est intéressant ce que Jean-François Bronstein a soulevé sur le fait que le discours transhumaniste réintroduit le dualisme qu'on croyait avoir abandonné depuis Descartes. On était sur l'unité du corps et de la personne, et de fait, on sait depuis la fin du XIXe siècle que notre cerveau est un organe du corps. C'est William James,
créateur de la neuropsychologie moderne, qui disait « Il ne faut pas dire « je vois l'ours, j'ai peur et je tremble », il faut dire « je vois l'ours, je tremble et j'ai peur ». Ce sont d'abord les réactions émotionnelles qui mettent en éveil notre cerveau et qui déclenchent les processus cognitifs. Qu'en sera-t-il si nous sommes séparés de ce dispositif corporel qui est essentiel à notre principe cognitif? Et puis les questions aussi de justice, tous ces équipements coûtent très cher, quel est l'accès au traitement, quelle est la justice sociale, justice redistributive. Voilà un certain nombre de questions éthiques entre les bénéfices, les risques, les avantages et les dangers pour la personne qui représentent la réflexion éthique que mène le comité et qu'alimentent les scientifiques, mais pour permettre le débat le plus large possible. Merci, professeur, merci. Votre réflexion sur les limites est passionnante et je propose maintenant que nous puissions en débattre avec Michel de Bonneuil. Michel de Bonneuil, je voudrais vous poser une question sur qui réunit toutes les interventions que nous venons d'écouter, à savoir sur la responsabilité. Ce principe de responsabilité dont parle Habermas, au niveau économique, jusqu'où peut-on aller? Jusqu'où peut-on mettre de l'argent sur la table pour permettre à la science d'avancer, pour permettre à la société d'avancer, et qui plus est actuellement dans l'intelligence artificielle. Quel est votre point de vue, Michel de Bonneuil, sur ce principe de responsabilité? Parce que je rappelle, vous en avez parlé tout à l'heure, sur l'autonomie. Voilà, l'autonomie, l'intelligence artificielle permet une autonomie pour les personnes âgées, etc. Mais jusqu'où peut-on aller? Je pense que la réponse à cette question, elle n'existe pas en soi. Elle ne peut être que le résultat d'un échange entre les personnes en fonction de la situation et des technologies et des savoirs. Et donc, justement, je pense que la responsabilité, c'est de s'assurer que l'organisation de l'économie, c'est-à-dire de la façon de satisfaire les besoins, va permettre d'avoir la main sur ce qui se fait. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une situation dans laquelle les rapports de force sont à peu près équilibrés et dans lesquels toutes les parties prenantes peuvent avoir leur mot à dire et que ce n'est pas celui qui va gagner le plus d'argent qui puisse effectivement emporter la décision. Or, c'est ça qui est très dangereux sur les GAFA, c'est que ce sont des acteurs. Alors, en économie, si vous voulez, c'est le monopole qui fait peur, parce qu'effectivement, c'est des acteurs qui, par définition, vont prendre tout le marché et donc, effectivement, avoir une puissance considérable. Bon, les monopoles, dans l'économie précédente, ils étaient soit cassés aux États-Unis, soit rendus publics dans les économies comme la France. Donc, on s'est toujours beaucoup méfié des monopoles parce qu'on sait que ça a des tas d'inconvénients. Et aujourd'hui, un des problèmes des GAFA, c'est qu'effectivement, ils sont en situation de quasi-monopole et que donc, ils deviennent hyper riches, hyper puissants. Et du coup, on est face à une décision qui s'impose, c'est la leur. Et quand on dit on va réussir à les contraindre à faire ceci et cela, en réalité, je pense qu'on se trompe parce que c'est quasiment impossible. Ce sont des acteurs qui ont la main sur des processus de production extrêmement complexes et extrêmement nourris de recherche, etc. Donc, ils feront de toute façon ce qu'ils veulent si on reste, encore une fois, dans cette situation. C'est pour ça que je trouve très important de mettre en place le type d'organisation dont je parlais, qui est des organisations dans lesquelles on a des entreprises en concurrence. Alors, je ne vais pas rentrer dans ces sujets très techniques, mais néanmoins, je pense que, en tant qu'économiste, il faut le dire, la façon dont l'organisation de la production est organisée, c'est-à-dire avec des monopoles ou avec des situations de concurrence, et donc dans lesquelles les rapports de force entre les différentes parties prenantes de la société sont représentés, c'est extrêmement important.
Voilà, et c'est pour ça, encore une fois, qu'il faut faire très attention aux GAFA, parce que la responsabilité, on peut toujours après faire des discours, mais c'est pas une question de discours, c'est une question de fait et de rapport de force. Merci, mais au niveau de la responsabilité, est-ce que finalement, Jean-François Bronstein, parce que Michel de Bonneuil parle finalement de cette puissance des GAFA, nous qui sommes à l'extérieur, ne devenons-nous pas esclaves finalement des GAFA et nous perdons notre liberté? C'est vrai on voit que les comportements actuels des GAFA sont extrêmement inquiétants. Moi, quand je vois des réseaux sociaux bannir définitivement un président normalement et démocratiquement élu des États-Unis, même si on peut en discuter, c'est très inquiétant. Ça veut dire que la démocratie ne compte pas pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont leurs propres règles, ils vont interdire telle ou telle chose. Il y a des livres qui disparaissent comme par hasard d'Amazon parce qu'ils sont critiques de la théorie du genre, donc il n'est plus disponible sur Amazon, etc. Donc c'est vraiment inquiétant. Et je pense pas qu'il y ait une réponse autoritaire possible, mais je pense que ce que dit Madame de Bonneuil est tout à fait le cas, c'est-à-dire qu'il faut démanteler ces énormes monopoles. Ça s'est déjà fait dans l'histoire américaine, et là c'est absolument nécessaire de le faire parce que il y a une trop grande dissymétrie d'informations, et il y a effectivement, comme vous l'avez dit, ils poursuivent des objectifs uniquement financiers, donc on peut très bien s'inquiéter de tout ça. Il n'y a aucun contrôle possible. Le seul contrôle possible, c'est de se déconnecter. Bon, personnellement, je ne suis pas très souvent sur les réseaux sociaux, mais c'est une réponse dérisoire d'une certaine manière. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a un problème maintenant de démocratie autour de cela. Alors évidemment, en revanche, c'est vrai que ce sont des entreprises géniales, hein. Ce sont des gens qui ont eu des idées extraordinaires. Ils peuvent effectivement aider et utiliser des informations que la neuroscience, bon, moi, c'est vrai que les recherches sur Internet, dans les œuvres littéraires de l'humanité, elles sont transformées complètement. Mais elles sont transformées d'une manière aussi qui est ambivalente. C'est-à-dire que beaucoup de mes étudiants, maintenant, lisent les livres par recherche de mots. C'est-à-dire qu'au lieu de lire un livre une page après l'autre, ils font une recherche de mots et ils regardent des extraits. Donc c'est vrai, c'est très compliqué. Moi, je pense qu'effectivement, il faudrait que, au niveau international peut-être, puisqu'on parle à l'UNESCO, qu'il y ait une tentative effectivement de limiter la puissance de ces GAFA. Oui, et juste une question pour Hervé Schneewes. Il y a quelques années, enfin quelques mois, il y a eu l'intelligence artificielle a permis un chef d'orchestre. Au Japon, il y a eu un nouveau chef d'orchestre qui a remplacé finalement un véritable chef d'orchestre. Donc c'est un robot qui a remplacé le chef d'orchestre. Dans l'intelligence artificielle, finalement, il n'y a plus les émotions. Vous qui êtes spécialiste du cerveau et de l'émotion, comment pouvons-nous, et pourquoi en arrivons-nous là? Est-ce qu'il n'y a pas une interrogation au niveau scientifique à se dire, mais il y a un moment, ne faut-il pas stopper ou réfléchir comme on est en train de faire pour pouvoir ne pas aller, je ne suis pas en train de faire un procès de la science, mais peut-être ne pas aller à la perte de l'homme? Mais vous ne faites pas du tout un procès de la science. Vous avez un questionnement sur l'usage de certaines technologies issues de certaines connaissances scientifiques telles que nous la faisons. La question fondamentale, c'est de se poser quelle est la vulnérabilité qui fait que nous adhérons à cela. Alors, si je reviens à la manière dont notre cerveau traite les émotions, on a un circuit assez fondamental, puisqu'il existe là encore chez beaucoup d'animaux, qui est celui qui fait qu'à chaque fois que nous avons un comportement, nous anticipons soit un bénéfice, soit une perte sur ce comportement. Et au bout du compte, notre cerveau va mesurer la différence entre ce qui était espéré et ce qui est obtenu. Si ce qui était espéré est obtenu, voire même plus, on aura du plaisir. Si ce qui était espéré n'est pas obtenu, on aura du déplaisir. Et il y a une molécule qui code un peu pour ça, qui s'appelle la dopamine. Mais on a deux circuits pour faire ça. On a un circuit des habitudes, c'est-à-dire que quand on fait quelque chose qu'on sait déjà faire, on est récompensé, puis on a un circuit de la curiosité. Et normalement, tout le travail académique et tout le travail éducatif est pour stimuler le circuit de la curiosité et essayer de diminuer le circuit des habitudes. Or, les systèmes des GAFA, qui
qui sont un peu neutres, c'est-à-dire qu'ils sont ni pour ni contre, ils veulent des clients, ils veulent plus de clics, ils veulent plus de trafic, ils veulent plus de publicité. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de voir qu'est-ce qui satisfait le plus de clients, qu'est-ce qui fait que le circuit des habitudes est le plus renforcé, parce qu'ils ne peuvent se baser que sur des données précédentes, et donc ils ne peuvent se baser que sur le circuit des habitudes et sur la récompense du circuit des habitudes. Eh bien, nous, si nous développons le circuit de la curiosité, si nous développons l'éveil, certaines spiritualités qui ont comme objectif de développer l'éveil de la conscience, si nous allons plus sur des techniques qui vont depuis la méditation jusqu'à l'étude, quelle que soit la forme d'étude, l'étude du livre, fondamentale des trois grandes religions monothéistes, eh bien, nous allons plutôt récompenser la curiosité et du coup, de fait même, nous détacher de ce qui nous rend addicts, accros à ces réseaux. Mais en parlant des limites, puisque c'est ce que nous avons sur le sujet sur lequel nous venons de réfléchir, la limite finalement des nouvelles technologies n'est-elle pas aussi la limite juridique? Et à ce sujet-là, je voudrais accueillir sur le plateau en visio Christian Bick. Christian Bick, bonsoir. Vous êtes magistrat, représentant de la France au comité intergouvernemental de bioéthique et de l'UNESCO. Vous êtes secrétaire national de l'Association internationale droit, éthique et sciences. Et vous avez publié en 2020 2 livres, La peur des virus, décider face à l'urgence, et le second, Reconstruire le social, l'humain et l'économie. Alors, Christian Bick, en tant que juriste, en tant que magistrat, pourriez-vous nous dire jusqu'où le droit peut-il changer l'humain? Merci, très heureux d'être parmi vous ce soir. C'est une question difficile parce que à chaque fois que le droit a essayé de participer à changer l'humain, on est arrivé non seulement à des échecs profonds, mais à des drames historiques. Vous savez, j'ai sous la main un livre de Johann Chapoutot qui s'appelle La loi du sang, qui montre comment, pendant la période nazie, les juristes, les médecins et les philosophes ont fait du droit le fondement d'une théorie raciste qui a eu les conséquences que vous connaissez pour changer l'humain, puisque ça exclut une partie de l'humanité, non seulement de l'humanité, mais de sa place sur Terre. Alors il faut aussi, je crois, être très prudent en demandant des choses pareilles au droit de changer l'humain. Le droit n'est pas là pour changer l'humain en tant que tel. Le droit est un système normatif qui est là pour organiser la société. Et ce système normatif, il a une certaine forme d'autonomie. Les amis, nous nous excusons, nous avons un problème technique avec Christian Bick que nous retrouverons sans doute tout à l'heure. En tout cas, nous allons poursuivre en discutant. Et Père Salobir, merci de nous avoir rejoints. Vous avez fait la grande introduction tout à l'heure. Je voudrais vous poser une question, non pas personnelle, mais concernant à la fois votre profession. Au niveau de l'Église, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le regard de l'Église sur les nouvelles technologies, sur l'intelligence artificielle? Ce regard, c'est par définition un regard positif, puisqu'on considère que l'intelligence artificielle, comme toutes ces technologies, sont du génie créateur de l'humain. Et on considère que l'humain, quelque part, il accompagne ou il continue l'acte créateur de Dieu. Donc il y a quelque chose d'extrêmement positif. Après, le souci, on va dire, qu'a l'Église, c'est de vérifier que ces technologies, elles soient toujours développées on va dire, au bénéfice du plus grand nombre.
Et c'est peut-être ça l'attention particulière du pape François. Et il le disait dans Fratelli Tutti, c'est juste vérifier qu'il n'y ait pas d'exclus, qu'il n'y ait pas de gens qui à un moment puissent être considérés comme des laissés pour compte de la société, des inutiles. Et en fait, le danger d'une technologie comme l'intelligence artificielle, c'est que finalement, elle remplace très bien beaucoup de gens et qu'à un moment, on peut se demander finalement si certains ne vont pas devenir un petit peu inutiles. Oui, mais alors remplacer les gens, c'est d'une certaine manière, n'est-ce pas, les faire disparaître ? C'est les faire disparaître en tant que producteur. On a toujours besoin d'eux en tant que consommateur, il faut être honnête. C'est un peu terrible à dire, mais en fait, il ne faut surtout pas que les gens arrêtent de consommer. On le voit dans cette crise en ce moment. Et la difficulté, c'est qu'en fait, à un moment, on peut bâtir une société qui soit une société pour les humains, mais pas une société par les humains. C'est une société où, effectivement, une espèce de grand parc d'attractions, où on serait là pour... quand on parle du revenu universel, par exemple, ce serait un peu ça. Finalement, vous avez de l'argent, mais allez-y, allez dans les malls, consommer, machin, etc. À un moment, les gens, ils ont aussi besoin de construire, ils ont aussi besoin d'être acteurs de la société qu'on est en train de bâtir. Elle ne se bâtit pas pour eux. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, malheureusement, risque un petit peu de nous échapper. Et voilà, cela dit, je ne suis pas excessivement négatif, je suis juste attentif à ce qu'on prenne bien en compte l'intérêt de ceux qui ne savent pas faire entendre leur voix. Oui, alors là, c'est intéressant parce que vous faites je vous remercie de faire la transition parce que nous avons nos amis auditeurs et téléspectateurs qui nous envoient des questions. Et une question qui rejoint, Père Salobir, ce que vous venez de dire, mais la question est la suivante. Avec les nouvelles technologies, que pensez-vous du risque d'accroissement des inégalités ? Michel de Bonneuil, en tant qu'économiste, peut-on parler d'une inégalité ? Enfin, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, conduisent-elles d'une certaine manière à des inégalités ? Ça, alors, c'est pas du futur, c'est du passé. Enfin, c'est du tout ce qui se passe en ce moment. Parce que, encore une fois, les GAFA qui ont créé beaucoup d'emplois ont créé des métiers de travailleurs indépendants, dits travailleurs indépendants, qui sont en fait des petits boulots très mal payés. Donc, on a remplacé le salariat par une nouvelle catégorie de travail. Encore une fois, pendant le temps où on en a besoin, parce que ces gens qui livrent, etc., un jour ou l'autre seront remplacés par des drones et les personnes qui vont s'occuper des personnes âgées seront remplacées par des robots Siri, etc. Donc, dans cette perspective-là, les inégalités salariales sont une transition. À la fin, ça sera effectivement des gens qui n'auront plus de travail du tout, avec des réflexions sur le revenu universel, etc. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, aux États-Unis, les inégalités sont plus importantes qu'en 1929, et ceci depuis une dizaine d'années. Et nous, en France, ce n'est pas encore le cas grâce à la répartition, notre répartition secondaire et d'ailleurs tous nos déficits publics qui vont avec. Donc, on n'a pas non plus trouvé la vraie solution. En réalité, la situation dans laquelle nous sommes est porteuse de très, très, très fortes inégalités qui, en réalité, détruisent nos démocraties. Donc, mais je pense que ce qui est vraiment très important de dire, c'est que ce que font les GAFA, c'est-à-dire cette façon d'utiliser le numérique pour satisfaire les besoins des consommateurs, pour mieux satisfaire les besoins des consommateurs, n'est pas la seule et n'est pas adaptée dans beaucoup de cas, et qu'il en existe une autre qui est plus difficile à mettre en place, à rentabiliser, à mettre en place, parce qu'encore une fois, c'est beaucoup plus difficile de mettre des hommes dans la production et donc dans la satisfaction des besoins des consommateurs, mais c'est ce que les consommateurs souhaitent. En tout cas, on peut souhaiter qu'ils le souhaitent. Mais tant qu'on ne propose pas aux consommateurs une alternative, un choix entre une façon de satisfaire ses besoins dans laquelle il n'y aurait pas d'hommes et une autre dans laquelle il y aurait des hommes qui seraient avec lui, non pas pour faire fonctionner comme autrefois seulement des machines, mais pour veiller à ce qu'il utilise bien les machines, pour les mettre en cohérence les unes les autres, pour s'occuper des personnes, les écouter. Si vous voulez, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'emploi de demain est un emploi haut de gamme, c'est-à-dire c'est un emploi humain. Ce n'est plus un homme face à une machine, c'est un homme face à un autre homme et qui utilise une machine pour l'aider à mieux servir l'homme. Voilà. Ceci, justement, le numérique peut le faire.
peut le faire et des entreprises sont en train d'essayer de le faire. Encore une fois, ce n'est pas ce que font les GAFA, parce que eux, dans leur modèle, ça n'est pas dedans, puisque leur spécialité, c'est de traiter de l'information. Et donc, ils vont aller jusqu'au bout de cette logique. Et encore une fois, pourquoi pas? Je pense qu'il ne faut pas chercher à les tuer ou à les casser, on n'y arrivera pas. En revanche, il faut aider les entreprises qui sont en train de construire autre chose à le faire. Oui, mais alors vous dites les machines qui rejoignent l'homme, ça me fait penser, ça rejoint la question de Mathilde, et je me tourne vers Hervé Schneewes parce que c'est une question qui vous concerne en tant que neurologue. Mathilde vous demande, n'y a-t-il pas insensiblement un risque d'érosion de nos facultés cérébrales ? Non, on se rend compte que même s'il y a d'autres modes de fonctionnement, voilà, c'est l'espace de travail cérébral, il est utilisé autrement. On voit qu'un certain nombre de jeunes ont une dextérité absolument incroyable pour taper un texto, pour jouer à certains jeux vidéo, mais ensuite, quand on leur demande une recherche précise sur Internet pour un travail universitaire, par exemple, ou scolaire, ils passent des heures et ils ne trouvent pas parce que la logique, vous savez, vous avez deux manières de faire. La manière de l'enfant, qui est d'abord une manière analogique, je compte 1 plus 1 parce que j'additionne les choses, et puis vous avez la manière ensuite réellement adulte, qui est d'utiliser un certain nombre de méthodes, l'addition, la soustraction, la multiplication, pour arriver à faire des choses extraordinaires grâce à la puissance de la réflexion et de la mise en œuvre de nombreuses choses. Donc, ces capacités cognitives, elles sont encore très très loin de tout ce qui est fait avant qu'un ordinateur... Alors, un ordinateur peut aller beaucoup plus vite qu'un cerveau humain pour traiter de l'analogique. Commence à y avoir une intelligence artificielle qu'on va dire relativement faible aujourd'hui par rapport à ce que traite le cerveau humain. Aujourd'hui, un cerveau humain, ça peut fonctionner avec une consommation énergétique de l'ordre de 2 bananes par jour et traiter des calculs, et, par exemple de la reconnaissance de forme. Vous reconnaissez immédiatement quelqu'un que vous connaissez, beaucoup mieux que les gros ordinateurs qui, eux, vont consommer des montagnes d'énergie pour faire tout ça. Donc, il y a encore beaucoup d'avantages du cerveau humain. Encore faut-il s'en servir. Le cerveau ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. C'est pour ça qu'il faut aussi aider les personnes âgées à se servir beaucoup de leur cerveau. Et puis, moi j'entends tout ce qui est dit, mais en tant que médecin, je ne peux pas ne pas rappeler qu'en matière de santé, les inégalités, c'est ce qui produit d'abord de la maladie. Les inégalités économiques sont le premier déterminant de la santé. On est malade parce qu'on est pauvre. On est malade parce qu'on n'a pas accès aux soins. On est malade aujourd'hui parce qu'on est à distance du système médical. Le Covid va avoir un impact dramatique sur le diagnostic des cancers, sur le traitement, qui sont la première cause de maladie, je le rappelle, et sur le traitement à cause des retards de soins. Donc, voilà. Et ce n'est pas un hasard si la plus grande densité de Covid, c'est dans le 9-3 ou dans les départements les plus pauvres. Donc, rappelons-nous que les inégalités économiques, c'est d'abord un impact direct sur la santé. Et que si on peut, grâce aux technologies, arriver à améliorer en partie cela, par exemple la télémédecine, les téléconsultations, par exemple une assistance médicale pour prendre des décisions, voilà, on peut arriver à améliorer le niveau de santé du plus grand nombre. Et rappelons-nous que le niveau de santé du plus grand nombre, ce n'est pas seulement chez nous, c'est aussi des millions de gens qui aimeraient bien avoir un minimum de standards de santé en Afrique, en Asie du Sud-Est. Voilà, pensons un peu plus large que le premier arrondissement ou le deuxième arrondissement dans lequel nous sommes actuellement. En fait, cette question des inégalités pose question de pas mal de nos téléspectateurs et auditeurs. Et c'est une question pour Christian Bick. Élodie vous pose la question suivante. Est-ce que l'on peut légiférer pour anticiper et faire face aux inégalités créées par les nouvelles technologies ? Christian Bick, pourriez-vous nous donner votre point de vue sur cette question pour répondre à Élodie ?
Alors, je me tourne vers, de nouveau, un petit problème de technique, veuillez nous en excuser. Mais Jean-François Brunstein, au niveau de la liberté, une question vous est adressée. Comment ne pas se raidir devant toutes les agressions liberticides de ces nouvelles technologies? Tout à l'heure, vous avez parlé de la responsabilité, de la liberté. Et là, cette question, au niveau philosophique, mais aussi au niveau sociétal et humain. Écoutez, on peut se dire au contraire que ces technologies nous donnent plus de savoir, plus de connaissances et qu'il est possible à ce moment-là de les critiquer davantage. Mais c'est vrai que, la dissymétrie est gênante, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop d'informations d'un côté et pas assez de l'autre. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment un obstacle à nos libertés ? Je ne sais pas, ça dépend. Si on voit ce qui se passe aux États-Unis, j'ai l'impression qu'effectivement c'est quelque chose qui commence à poser problème, d'autant que ça va avec tout un système, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'idée que, par exemple, les chaînes de films à la demande, Netflix, etc., nous donnent toujours les mêmes films qu'on a regardés, nous enferment dans une espèce de bulle. Et moi, ce qui m'inquiète plutôt que l'absence de liberté, c'est l'absence de diversité. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le même réseau social avec le même groupe, la même communauté, dans les mêmes films Netflix, les mêmes livres. Quand on propose des livres sur Amazon, c'est ceux que j'ai déjà lus d'une certaine manière. Et ça, je trouve ça assez inquiétant. Et il me semble que c'est de ce côté-là qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus d'échanges. Là, on est vraiment enfermé dans un cercle qui est toujours le même. Et c'est voir les communautés sur Internet. Les gens, on pouvait penser qu'avec le Covid, beaucoup de gens se sont dit justement sur la question des trans, du genre, etc. On pouvait se dire, après le Covid, on va redescendre, on va atterrir, on va revenir à la réalité. Pas du tout. Au contraire, après le Covid, on est encore plus dans ce genre d'utopie, je dirais utopie, parce que c'est quelque chose qui n'est pas critiquable en soi, mais je trouve qu'effectivement, le contact avec la réalité, c'est d'une certaine manière perdu. Et c'est assez curieux de voir qu'au lendemain du Covid, tout le monde se disait, on va redevenir des humains réels, des humains habituels, des humains avec des corps, des humains avec des rencontres. Et alors, on n'est pas encore sorti, mais je pense que la sortie risque d'être encore pire d'une certaine manière, parce qu'on a été enfermé pendant un an toujours avec les mêmes que nous, avec les mêmes idées fixes, les mêmes projets, etc. Et donc je pense que c'est un peu inquiétant. Il y a une diversité, une naissance de plusieurs des nouveaux réseaux sociaux. Enfin, vous parlez à la fois d'un enfermement et oui, mais sur un réseau social, vous trouverez toujours les mêmes. On va vous proposer les mêmes gens. Et alors, je ne pratique pas les réseaux de rencontres, mais bon, j'imagine que c'est la même chose. Mais sur les films ou les bouquins, on vous propose toujours les mêmes livres. Or, la curiosité dont on parlait tout à l'heure, c'est justement sortir du même, sortir de la répétition. Or, c'est ça qui m'inquiète un peu, c'est le côté effectivement très en boucle fermée. C'est-à-dire que, et plus ça va, plus c'est précis. C'est-à-dire qu'on va nous fabriquer. On est des segments de population. Je pense que ça, c'est un terme économique qui décrit bien cela. Et finalement, on s'identifie à un segment de population, à une communauté extrêmement restreinte, et on perd le sens de l'universel, le sens de la diversité. Et c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Je crains que, pour des raisons économiques, c'est juste des raisons économiques, les GAFA nous enferment dans une communauté très précise. Et je vous dis, regardez Netflix, vous avez toujours les mêmes films qui vous sont proposés d'une manière invraisemblable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'on puisse regarder des films d'action d'un côté, des films philosophiques de l'autre, etc. Donc on s'enferme finalement un peu. J'en ai l'impression, mais bon, je ne sais pas. Peut-être. Et alors ça fait la transition parce que, Père Salobert, une question nous parvient pour vous. En tant que théologien, voilà, l'homme est une personne sacrée, créée à l'image de Dieu. Est-ce que l'intelligence artificielle, finalement, ne va pas éteindre en l'homme ce feu sacré ? Je pense que l'intelligence... moi, je pense que rien ne peut éteindre le feu sacré en l'homme. Alors, en revanche, pour ce qui est du sens du sacré, je pense qu'il y a plusieurs choses. On évoquait tout à l'heure la possibilité, au bout d'un moment, d'avoir un rapport à la technologie qui a quand même une dimension un peu magique. Moi, je pense que la pensée magique n'a pas disparu. C'est un peu chamanique quand même parfois, ce truc qui fonctionne, et c'est pour ça que je citais tout à l'heure le Dieu l'art, l'enceinte connectée, et puis quelque part c'est à la fois notre ouverture sur le monde. On lui pose une question et telle la pitié, elle répond.
et elle nous dit la réponse, et puis en même temps, elle prend soin de vous, c'est-à-dire elle vous envoie un SMS quand les enfants sont rentrés et que leur téléphone a bipé, etc., etc. Donc à un moment, il peut y avoir cette dimension-là, quelque part, qui peut venir un peu parasiter notre dimension humaine. Il y a autre chose, c'est... la nature humaine, c'est aussi par définition l'incomplétude. C'est-à-dire l'humain, il ne se suffit pas à lui-même. On est un animal social et on a quand même quelque part toujours besoin. Il y a toujours une espèce de vide dans l'humain. Et c'est aussi, moi je dirais en tant que théologien, là que Dieu vient se nicher. Mais c'est aussi, de façon plus générale, ce qui fait qu'on est toujours un peu en mouvement vers l'autre, en mouvement vers notre avenir, en mouvement vers des projets. Le danger peut-être d'une intelligence artificielle, pour reprendre un peu ce que vous disiez, qui peut s'avérer, enfin pour le moment extrêmement maladroite, mais vouloir être très comblante, toujours vous apporter la réponse que vous voulez, le truc que vous aimez, le film que vous avez envie de voir. À un moment, c'est peut-être aussi de vous saturer, et finalement de vous saturer un peu de vous-même. Et une fois que la coupe est pleine, il n'y a plus beaucoup d'espace, il n'y a plus vraiment... Et je ne parle pas du tout d'un point de vue médical, ce n'est pas du tout mon domaine, mais d'un point de vue théologique, à un moment, et on va dire peut-être anthropologique, une expérience de l'humain, est-ce qu'il reste cet espace un peu vide dans lequel on peut accueillir l'expérience, faire l'expérience de l'autre, soit avec un petit A, de l'autre autour de nous, ou l'expérience de l'autre avec un grand A. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui, à un moment, peut-être à trop vouloir bien faire, à trop vouloir nous cocooner, l'intelligence artificielle, ou enfin, ces dispositifs qu'on met autour de nous, à un moment, jusqu'où est-ce que ça nous porte, et à partir de quand ça commence à devenir un peu un corset, quand même. Oui, Hervé Schneeves, Non, je pense que le père Salobir est arrivé au cœur de la question, c'est-à-dire qu'un cerveau humain, ça n'existe pas. C'est le neurologue qui vous parle. Vous ne devenez humain que dans le regard de l'autre. Les enfants loups sont là pour nous le montrer, etc. Vous naissez avec un cerveau, avec un génome humain et un cerveau doté de potentialités humaines, mais vous ne devenez humain que dans le regard de votre mère, votre père, de l'éducation que vous recevez, qui vous permet d'acquérir le langage et qui vous permet de devenir humain. Et donc, c'est dans cette altérité que nous créons et que nous recyclons en permanence, que nous faisons avancer notre humanité. Et donc, là où moi je vois effectivement le vrai danger, c'est dans un enfermement, mais un enfermement sur soi-même, c'est-à-dire une espèce d'auto-dialogue de ce système numérique qui, à force de nous reproposer ce que nous avons été, sans même que nous nous rendions compte qu'il nous recycle notre propre mémoire, puisque à partir de ce que nous avons fait, il essaye de nous dire ce que nous avons envie de faire, ce circuit des habitudes dont je parlais. Eh bien, si nous n'avons plus comme dialogue que nous-mêmes, ou un pseudo-nous-mêmes, eh bien, là, notre humanité, elle est vraiment totalement à risque. Elle est dans le risque de perdre le regard de l'autre. Donc voilà, Lévinas ou encore Michel Foucault dans l'un des derniers cours sur le discours sur la phrase de Socrate, Criton va sacrifier un coq à Asclépios, nous lui devons, n'oublie pas. Pourquoi est-ce que le philosophe de la liberté veut sacrifier au dieu de la santé alors qu'il va boire la ciguë? Eh bien parce que c'est dans le dialogue avec ses élèves, dit Michel Foucault dans ce cours, donc en particulier avec Criton, qu'il avait décidé de ne pas fuir Athènes et de maintenir son discours du vrai. Et donc notre discours du vrai, il dépend de notre capacité d'interagir avec l'autre. Et si nous perdons cette altérité, si nous perdons la capacité de l'autre, eh bien nous nous perdons nous-mêmes. En tout cas, ce qui nous réunit aujourd'hui, ce qui nous a rassemblés, c'est à la fois ces discussions, mais pour reprendre les mots, cette altérité, ce visage, cette découverte de l'autre, cette épiphanie, pour reprendre cette belle image de Lévinas. Mais les amis, nous avons qui suis-je, qu'est-ce que l'homme? Je pense qu'il serait prétentieux de répondre à cette question, mais peut-être, à travers les différentes discussions et interventions que nous avons eues, nous pourrions répondre à cette question avec nos différentes professions, et de là nous avons parlé, où se situons-nous face à l'intelligence artificielle? Mais ce qui semble plus qu'urgent,
c'est de rester toujours lucide et vigilant, d'apprendre à discerner, à faire des choix éthiques, tout en augmentant nos connaissances. Même si nous nous émerveillons devant la capacité qu'a l'homme de faire avancer la science, il ne faut pas oublier qu'il est avant tout un être qui sans cesse découvre et apprend, et se découvre. Et aujourd'hui même, à travers nos discussions, nous avons pu apprendre à découvrir l'homme et à nous découvrir. Comme le dit Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Oui, je crois que la connaissance prend source dans l'ignorance pour Socrate, mais c'est peut-être dans l'acceptation de cette ignorance qui fait le mystère, la beauté et la grandeur de l'homme. C'est dans cette ignorance, dans cette acceptation de cette ignorance, que l'on trouvera peut-être la réponse. Qui suis-je? Qu'est-ce que l'homme? Merci beaucoup. Merci Emmanuel, et merci à chacun de vous, Michel de Bonneuil, Jean-François Braunstein, Hervé Schneves, Christian Bick, Éric Salobir. Merci pour vos regards croisés, ces pistes de réflexion qui nous interpellent. Ceci clôt la première étape de notre parcours, mais nous conduit à approfondir la question essentielle. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qui en fait un être singulier, infiniment précieux?